Bonjour à tous. C'est pas écrit live. Bonjour à tous. Bienvenue à la série de webinaires de BCF portant sur la COVID-19. Je me présente, je suis Mélanie Soriol, associée en droit du travail chez BCF. Aujourd'hui, après avoir fait 4 parties de notre première série de webinaires portant sur la COVID-19 et les défis de l'employeur, nous commençons une nouvelle série, celle qui portera sur la planification d'une reprise au travail réussie. Tous nos webinaires sont disponibles sur le site web de BCF. Vous pouvez les consulter, les regarder si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ou s'il y a des questions que vous souhaitez réécouter à nouveau. Dans ces derniers jours, nous avons eu maintenant des entreprises qui ont commencé à réouvrir. Aussi, on a pu constater chez certains de nos clients qu'il y avait eu de trop nombreuses mises à pied. Donc, les clients ont commencé à rappeler des employés au travail. Donc, ceci amène tout nouveau lot de questions que mes deux associés, Maître Geneviève Baudin ainsi que Maître Nicolas Diorio, répondront avec vous pour les 30 prochaines minutes. Donc, Maître Diorio et Maître Baudin comptent tous les deux de nombreuses années d'expérience à titre d'avocat en droit du travail et en droit de l'emploi à représenter des employeurs. Ils sont aussi tous les deux professeurs à l'École du barreau et rédigent co-auteurs du livre de droit du travail de l'École du barreau. À nouveau, je vous invite à utiliser la plateforme pour, en direct pendant la présentation, nous poser vos questions. Nous tenterons de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Je vous invite également à indiquer votre adresse courriel pour faciliter les communications. Sans plus tarder, je cède la parole à Maître Baudin et Maître Diorio. Merci Mélanie. Merci. Bonjour Geneviève. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Écoutez, ici, ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'enfin, on voit poindre un rayon de soleil. On commence maintenant à parler de retour. On parle même de retour à la normale, mais évidemment échelonné dans le temps et une période indéterminée pour laquelle on n'a pas encore suffisamment de clarification. Dans ce contexte où on envisage maintenant la reprise du travail, et dans certains secteurs, on l'a vu cette semaine, et lundi, on va voir la construction, cette semaine, les centres de jardin et les piscines même. On va donc voir dans un premier temps des sujets qui sont chauds d'actualité pour vous, les éléments que vous nous communiquez. D'ailleurs, on vous remercie pour vos questions. On répond à la quasi-totalité, en fait. Donc, dans ce premier temps, la mise à jour des programmes gouvernementaux. Geneviève va nous en parler. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées cette semaine. Mais puisqu'on parle de reprise du travail, évidemment, il faut voir les enjeux, mais aussi la planification d'un rappel au travail. Ensuite, on nous apprend, et c'est quelque chose qui est sorti cette semaine, que la prolongation des mesures de distanciation sociale sera indéterminée. Encore là, on n'a pas de calendrier précis. Par contre, il y a une chose qu'on a, c'est l'impact sur vos droits et obligations. Encore là, vos questions ont été nombreuses et on va les adresser et on les intégrer dans notre présentation. Il y a ensuite le dilemme. On est passé d'une situation de pénurie de main-d'œuvre à une situation de surplus de main-d'œuvre où on a fait des mises à pied, mais envisagées sur une base temporaire, mais ça soulève d'énormes enjeux concernant la sollicitation d'employés et on va les adresser. Enfin, et encore là, il y a eu beaucoup de questionnements, les poursuites pénales, parce qu'évidemment, on fait maintenant appel à une grande quantité de législation, de toutes sortes de règles, mais beaucoup d'elles sont sanctionnées par des mesures pénales. Alors, on va répondre à des questions encore. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mon associé, Geneviève. Merci Nicolas. Alors, dans un premier temps, une mise à jour de certains programmes gouvernementaux. Cette semaine, je veux aborder certaines précisions qu'on a eues sur 2 programmes. Alors, le premier, la subvention salariale. Ça, c'est le fameux 75% du gouvernement fédéral, qui a maintenant son abréviation, la SUC. Et dans un deuxième temps, je vais dire certains mots sur la prestation canadienne d'urgence, donc la PCU.
Alors, pour ce qui est de la subvention salariale d'urgence, enfin, samedi dernier, la loi numéro 2, qu'on appelait là, le projet de loi C14, a été adoptée. Alors, c'est une bonne chose parce que jusqu'à présent, on avait certaines informations du gouvernement, certains énoncés de M. Trudeau, etc. Mais là, on a le cadre législatif. Donc, cette loi-là vient confirmer certaines choses qu'on connaissait déjà, en modifie d'autres, et il y a des précisions aussi qui ont été apportées. On va regarder le tout. Je veux d'ailleurs porter à votre attention qu'on nous a promis un portail pour demander les subventions en question. Ce portail-là devrait être en ligne aujourd'hui. Alors, on va voir dans les prochaines heures, c'est une promesse tenue. Sinon, ça devrait être dans les prochains jours. Alors, pour ce qui est des éléments qui ont été confirmés, notamment par la loi, les informations qui ont été rendues publiques par le gouvernement, alors, il y en a plusieurs, je vous en souligne deux. Là, les périodes d'admissibilité, alors on est toujours à 3 périodes d'admissibilité d'1 mois chacun. La première période, qui était rétroactive au 15 mars, elle a pris fin ce week-end. Et la seconde a commencé dimanche pour se terminer le 9 mai prochain. Le mode de calcul qu'on a traité la semaine dernière demeure le même. Donc, ça, c'est pour les confirmations. Maintenant, pour ce qui est des modifications. Alors, quant à la baisse de revenus, vous vous souvenez, on devait, pour être qualifié, avoir au moins 30% de baisse de revenus. Alors, il y a une modification pour le mois de mars. Le mois de mars, on peut être qualifié si on a seulement 15% de baisse de revenus. Par contre, le 30% demeure là, pour le mois d'avril et le mois de mai. Pour ce qui est de la période de comparaison, on avait parlé jusqu'à présent, là, on devait comparer, par exemple, le mois de mars 2020 avec le mois de mars 2019 pour voir si on avait notre 15% ou notre 30%. Cette mode de comparaison-là est toujours possible. Par contre, on peut aussi comparer avec la moyenne des revenus qui ont eu lieu en janvier, février de cette année et, par exemple, le mois de mars. Remboursement des cotisations de l'employeur, ça c'est une nouveauté. Alors, tout ce qui est les cotisations que vous faites de votre part, donc assurance emploi, régime des rentes du Canada, régime des rentes du Québec, régime québécois d'assurance parentale, ça sera possible que vous ayez un remboursement. Vous devez payer ces cotisations-là, mais elles pourront vous être par la suite remboursées si elles concernent des employés qui sont en congé payé. Donc, vous demandez la subvention salariale. Vous pouvez faire travailler vos salariés ou non, mais ceux que vous payez et qui sont à la maison, qui ne fournissent pas de prestations de travail aucune pendant une semaine, à ce moment-là, pour ces périodes-là, vous allez pouvoir demander le remboursement. D'où l'importance de ce que Geneviève souligne souvent et qu'on vous rappelle, qui est celle des registres, de bien documenter. Tout à fait. Pour pouvoir après recevoir ces subventions-là, ces remboursements-là par la suite. Employé admissible, il y a une définition dans la loi, là, vous envoyez un extrait. Essentiellement, qu'est-ce qu'on veut, c'est que le gouvernement va fournir des subventions salariales via ce programme-là, mais les gens qui vont être sur la PCU vont recevoir aussi leur PCU. Donc, on ne veut pas avoir, le gouvernement ne veut pas payer à 2 endroits différents pour la même situation. Donc, soit que les gens vont être sur la PCU ou ils vont recevoir des subventions salariales. Oui. D'ailleurs, on voit une question qui a plusieurs qui apparaissent, mais une qu'on a isolée. Les périodes d'admissibilité pour la PCU, donc on me demande ça. La PCU, c'est 4 périodes d'admissibilité de 1 mois chacun, alors que la subvention salariale, c'est 3 mois. Mais les 3 premières périodes de la subvention salariale, donc les 3 premiers mois, correspondent aux mêmes périodes d'admissibilité que la PCU. Mais la PCU, pour l'instant, elle a déjà été prolongée là, de 4 semaines de plus que la subvention salariale. Maintenant, toujours dans la subvention salariale, les précisions qu'on a eues, absence d'obligation de fournir une prestation de travail. Donc, comme je vous disais, c'est possible pour vous de recevoir la subvention salariale pour des salariés que vous allez avoir rémunérés, qu'ils fournissent une prestation de travail ou non. Admissibilité automatique à la période suivante, nouvel élément aussi qui est apparu ce week-end. Alors, si vous êtes admissible, par exemple, à la période numéro 1, de mars 2020, par exemple, il devrait avoir une admissibilité automatique pour la période suivante. La période suivante, pas les périodes suivantes. Donc, si vous êtes admissible pour mars 2020, vous devriez être admissible automatiquement pour avril 2020. Mais pour ce qui est de mai, là, il va falloir refaire les demandes et démontrer que vous avez subi une perte salariale, une perte de revenus de 30 %. Donc, c'est une bonne chose parce que ça assure une stabilité. Sinon, les employeurs
Ils vont faire le yo-yo entre mettre à pied les gens, les rappeler, etc. Donc, on sait qu'au moins pour deux mois, on sera admissible. Je vous avais parlé que le gouvernement avait à l'œil tout ce qui pourrait s'approcher d'une fraude, des déclarations trompeuses, etc. Il est allé de l'avant en indiquant que si des personnes, si des entreprises tentent de réduire artificiellement leurs revenus pour subtilement rentrer dans les critères d'admissibilité, le gouvernement les a bien à l'œil. Non seulement ces entreprises-là vont devoir rembourser la subvention qu'ils ont obtenue, mais également 25% du montant de la subvention en cause. Donc, en dépendant de votre masse salariale, ça peut être des chiffres très élevés. Amende, prison, etc. Donc, c'était des choses qui avaient été annoncées, puis c'est confirmé effectivement. Tenir un registre sur revenus et rémunération versée. Geneviève vous l'avait dit la semaine dernière. Je vous l'avais dit, documenter, documenter, documenter. Si vous ne m'avez pas écouté, écoutez le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est peut-être parce que Justin écoute nos webinaires, mais là, maintenant, ils l'ont indiqué dans leur publication. Ils demandent aux employeurs de tenir un registre sur leurs revenus et la rémunération versée, parce qu'effectivement, plus tard, il va y avoir des vérifications qui vont être faites. Vous allez être contente de m'avoir écouté. Et nous n'avons pas de doute que vous en tenez des registres. Mais ce qui est important ici de réaliser, c'est que dans ce qu'on vous présente, une partie importante se trouve dans la législation. Mais ce n'est pas tout dans la législation. Il y a des éléments qui émanent des sites web du gouvernement, ce qui est assez particulier comme méthode d'établir des règles dans notre société, parce que d'habitude, ça se fait par des lois, par des règlements ou des décrets adoptés en vertu des règlements ou des lois. Ici, ce qui est particulier, c'est qu'on a des énoncés, et ces énoncés sont constants, sont répétés et sont réitérés. Et c'est pour ça qu'on les intègre à notre présentation. Mais dans la mesure où vous êtes bien documenté et qu'après ça, il y avait un écart entre ce qui est précisé dans la loi ultérieurement ou dans les règlements ultérieurement et ce que vous avez fait, on va pouvoir s'appuyer sur les documents gouvernementaux. Absolument. Et puis, en fait, il y a un mot là aussi sur le site du gouvernement concernant la subvention salariale et le travail partagé, l'interrelation entre les deux. C'est pas évident parce qu'il y a différents programmes, puis l'interrelation ne se fait pas toujours très bien ou n'est pas annoncé comment elle se fait, mais du moins pour le travail partagé, ça sera possible d'avoir ce programme-là et également la subvention salariale. Par contre, il va y avoir des déductions pour que le gouvernement fait aux deux endroits. Maintenant, un mot sur la prestation canadienne d'urgence, la fameuse PCU. La problématique qu'on énonçait concernant une période de travail à l'intérieur d'une période de prestation de PCU demeure nébuleuse. Là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que présentement, le gouvernement indique que si une personne reçoit la PCU et retourne au travail, par exemple, pour 2-3 jours, pour une certaine période, peu importe, et redevient mise à pied, à ce moment-là, il va devoir redéposer une demande de PCU pour la période en cause et démontrer à nouveau une période minimale de 14 jours consécutifs où il n'aura pas reçu de revenus. Donc, tout ça, la mécanique n'est pas parfaite encore. Fait partie de ce travail en chantier qui est entrepris par le gouvernement, qui commence par une déclaration, par un énoncé, par une apparition sur un site web, par un projet de loi, par l'adoption d'un projet de loi, par d'autres précisions sur des sites web. C'est le monde dans lequel nous vivons présentement. Puis c'est particulièrement vrai là, pour la possibilité de travailler justement durant la période de PCU. La semaine dernière, le gouvernement disait possibilité de moduler la PCU pour permettre un 10 heures de travail par semaine. Et hier matin, M. Trudeau indiquait qu'il y aurait un élargissement de l'admissibilité de la PCU et permettrait aux gens de travailler pour 1 000 $ par mois en sus de la PCU. Donc, c'est à peu près dans les marges que vous pouvez avoir présentement, mais ce n'est pas, comme disait Nicolas, ce n'est pas encore dans un décret ou un règlement, mais c'est ce qui est annoncé à l'heure actuelle. Donc, ça, j'en ai parlé, là, donc on ne pourra pas avoir une PCU et la subvention en même temps pour les mêmes salariés. Alors maintenant, on passe aux enjeux concernant la planification d'un rappel au travail. Vous allez devoir rappeler vos salariés au travail à la reprise des activités. On nous parle que cette reprise sera graduelle, donc ce n'est pas comme ce qui est arrivé quand on a fermé les activités, que ça s'est passé à toute fin pratique, dans certains cas du jour au lendemain. Mais il va falloir distinguer
entre le contexte non syndiqué et le contexte syndiqué, puisque les règles sont différentes. Dans le contexte syndiqué, il y a une pièce maîtresse qui est la convention qui joue un rôle primordial. Dans le contexte non syndiqué, évidemment, je rappelle certains éléments. Vous procédez à des mises à pied. Mise à pied, c'est un droit de direction, c'est quelque chose qui est un usage dans un contrat de travail, c'est quelque chose qui est reconnu par la jurisprudence. La mise à pied, quand on la fait dans un contexte comme celui qu'on a vécu, elle est pour une durée indéterminée, on n'en connaît pas la durée, mais il peut arriver qu'elle dure plus de 6 mois. Et le 6 mois est important, parce que ce que la loi sur les normes du travail prévoit, c'est que si l'employeur met fin au contrat d'emploi d'un salarié, à ce moment-là, il doit lui donner un avis, on l'appelle aussi un préavis, ou une indemnité en tenant lieu, d'une semaine, 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, selon la durée de l'emploi. Ce qui arrive, c'est qu'on assimile la mise à pied pour plus de 6 mois à une fin d'emploi, aux fins de ce préavis. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fait une mise à pied, qu'on croit qu'elle va durer quelques semaines, quelques mois, on n'a pas idée, mais on ne pense pas que ça va durer pour plus de 6 mois, on n'est pas tenu de donner de préavis. Cependant, si cette mise à pied dure plus de 6 mois, à ce moment-là se pose la question du préavis. La loi dit que si elle dure plus de 6 mois, au moment où elle va excéder le 6 mois, il faudra donner l'indemnité tenant lieu de préavis, équivalent à 1, 2, 4 ou 8 semaines. Cependant, il peut arriver que la raison ou l'événement qui fait que la mise à pied prévue pour moins de 6 mois dure plus de 6 mois soit une force majeure. Je vous donne un exemple. Vous procédez à la mise à pied de vos salariés parce qu'il y a une urgence sanitaire qui est déclarée. On nous annonce que c'est quelque chose qui devrait durer environ 1 mois. Et vous ne prévoyez donc pas que ça va durer plus de 6 mois. Et cette urgence sanitaire se prolonge et à un moment donné, il y a une deuxième vague, parce qu'on nous parle de la deuxième vague de la COVID qui se manifeste, et ça fait en sorte que cette mise à pied va maintenant durer plus de 6 mois. Donc, vous avez une deuxième circonstance qui, elle, est une force majeure et qui va vous dispenser de payer l'indemnité prévue pour préavis. Ce qui est important à retenir, c'est quand on pense au rappel au travail, qui on va rappeler et comment on va les rappeler. C'est ça que c'est important. Alors là, les critères de sélection. Évidemment, tout d'abord, vous y allez avec vos besoins. Vous regardez quelle partie de votre entreprise vous avez besoin d'opérer et quels sont les employés qui sont en mesure de faire le travail qui doit être fait. Mais si plusieurs des salariés répondent aux éléments que vous avez besoin, à ce que vous recherchez, lesquels allez-vous choisir parmi ceux-là? C'est là la question parce que ces mauvais choix peuvent être lourds de conséquences. Ce qui est important, c'est d'établir des règles objectives. Par exemple, ça peut être la compétence, l'habilité à faire un travail. Ça peut aussi être l'évaluation de rendement, si vous avez un système qui est bien géré concernant l'évaluation de rendement. C'est pour ça qu'on vous énonce que les critères doivent être objectifs, ils doivent être raisonnables, ils doivent être uniformes. Et le mot uniforme est important parce qu'on ne peut pas arriver et commencer à dire je me base sur la compétence et tout à coup, quand on arrive à quelqu'un d'autre, je me dis dans son cas, lui, je vais me baser sur les années de service qu'il a. Mais là, évidemment, on vient de changer d'un critère à l'autre. On ne peut pas faire ça. Donc, si on a des critères qui peuvent être objectifs, raisonnables, uniformes, et il faut donc, comme je viens de l'indiquer, éviter l'arbitraire. Ce qu'il faut faire attention, c'est la pratique. Alors, la pratique, c'est qu'on va examiner comment vous avez fait dans le passé, comment dans les autres situations que vous avez eues de mise à pied de rappel, comment vous avez procédé à vos rappels, sur quoi vous vous êtes basé pour faire ces rappels. Et ça fait appel à la notion d'ancienneté, parce que, en milieu non syndiqué, ça n'existe pas le concept d'ancienneté. Sauf, c'est un important sauf, si vous décidez qu'il existe. Alors, si dans le passé, vous avez fait vos rappels sur la base de l'ancienneté et que cette fois-ci, vous ne les faites pas sur la base de l'ancienneté, moi, je devais être appelé, je suis le plus ancien, je devais être appelé et vous ne me rappelez pas, vous n'appliquez donc pas la règle de l'ancienneté. Dans mon cas, je serais justifié de dire que c'est un congédiement déguisé que j'ai fait. Et là, ça donnerait donc lieu à une prudence ici. Notez que les licenciements sont possibles, donc on peut décider
pendant une période de mise à pied, que finalement, on va réduire nos effectifs, et donc, ce qui était une mise à pied devient un licenciement, parce que mise à pied, il y a une connotation temporaire, de suspension. Licenciement, c'est mettre fin pour des raisons économiques. Et ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est le refus du rappel par le salarié. Parce que quand on rappelle un salarié et que le salarié dit « je ne reviens pas travailler », généralement, et il y a une constance en jurisprudence dans ces matières-là, on considère ça comme étant une fin d'emploi. Le salarié a tout fait pratique renoncer à occuper son emploi. Donc, le salarié doit clairement être informé de cela. Si on le rappelle et il dit qu'il ne veut pas revenir, évidemment, il peut exiger un certain délai, qui peut être très court, 1, 2, 3 journées, le temps de se réorganiser, parce qu'on ne lui avait pas précisé pour combien de temps il devait être en mise à pied. Il peut y avoir ce genre de demande, mais si le salarié, ce n'est pas une question de dire, regarde, donnez-moi 2 jours, puis je reviens, mais simplement dire, oh, je ne suis pas intéressé pour le moment, je vais revenir plus tard. Et à ce moment-là, on va considérer que l'emploi a pris fin. Et c'est important à ce moment-là, non seulement de, 1, lui dire, mais 2, de documenter. Puis bien avoir les moyens de communication avec nos employés pour ne pas se retrouver dans une adresse Gmail qui n'a jamais été utilisée par la suite. Donc, ça peut apporter des problèmes. Dans un contexte syndiqué, maintenant, dans un contexte syndiqué, je vous disais, bien, on a évidemment un instrument qui est primordial, qui est celui de la convention collective. Alors, là, il faut aller voir qu'est-ce qu'est la convention collective. La problématique qu'on identifie dans beaucoup de cas qui nous sont soumis présentement, c'est que beaucoup d'entreprises qui ont des dispositions sur les mises à pied ne les ont pas appliquées depuis très longtemps. Et dans ces circonstances-là, c'est bon que vous les examiniez parce que la première chose qu'il faut voir, et vous remarquerez que dans certaines conventions collectives, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de droit de rappel. On prévoit comment faire les mises à pied, mais on ne prévoit pas nécessairement des droits de rappel. Dans d'autres, c'est des clauses qui datent, qui ont été négociées à l'époque où il y en avait beaucoup de mises à pied et ça devenait un enjeu de négociation et donc elles sont excessivement élaborées, je dirais même dans certains cas, elles sont fort techniques. Donc, est-ce qu'il y a des droits de rappel, première chose. Ensuite, il faut voir quelle est la procédure de rappel. Et ça, c'est la procédure qui est clé, qu'il faut examiner. Parce que cette procédure, ne pas l'appliquer, ou ne pas l'appliquer comme elle devrait être appliquée, elle va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont revenir travailler, d'autres non, et ceux qui ne sont pas revenus travailler auraient dû l'être, et là, vous payez en double. Et ceux qui font le travail, vous allez devoir être condamnés à payer les salaires perdus de ceux qui seraient revenus. Les critères de rappel, l'avantage dans une convention collective, c'est que généralement, s'il y en a, ils ont été négociés, et ce sont ceux de la convention collective. Ce qui intervient, par contre, dans une convention collective, c'est qu'il y a d'autres restrictions. Et ces autres restrictions, c'est évidemment, par exemple, la sous-traitance. Les conventions collectives prévoient que si on fait des mises à pied, la sous-traitance doit cesser. Mais évidemment, en l'espèce ici, même la sous-traitance est arrêtée parce que, évidemment, il y a beaucoup d'activités qui sont jugées non prioritaires. Mais au moment du rappel, il faudrait s'assurer qu'on se conforme à cela. Et l'autre, évidemment, c'est dans quel segment de l'entreprise s'appliquent les règles. Bien, notez que le rappel peut se faire par département, peut se faire par établissement, peut se faire pour l'unité de négociation. Et je rappelle à nouveau que le refus du rappel par le salarié, ça équivaut. Et ça, même dans les conventions collectives, on le prévoit spécifiquement dans bien des cas, ça équivaut à une perte d'ancienneté, donc une fin d'emploi. Pour ce qui est de la distanciation sociale, alors on est dans un contexte où, d'une part, le gouvernement commence à élargir la notion de service prioritaire pour permettre aux entreprises de reprendre leurs activités, mais d'autre part, nous indique que les mesures, les directives, notamment la distanciation sociale, le fameux 2 mètres, vont perdurer puis pour une période indéterminée. Alors, comment on va conjuguer le tout dans un contexte de rappel au travail? En fait, il n'y a pas de formule magique, là. Il faut vraiment regarder chaque entreprise et travailler avec chaque entreprise pour voir quelle est la meilleure solution pour elle dans ces circonstances à elle. Par contre, je veux porter votre attention à cette problématique-là pour que, dès maintenant, ce n'est pas déjà fait, que vous planchez sur le problème et surtout sur les solutions. Alors, l'idée, c'est que le jour J, quand les gens vont revenir massivement au travail, vous allez avoir toutes sortes d'employés qui vont venir avec toutes sortes de questions et de préoccupations et on ne veut pas commencer à faire des solutions très ponctuelles pour des problèmes qui vont être en bout de ligne à long terme. Donc, on veut réfléchir à ça, faire des directives et mettre des solutions qui vont être durables dans le temps. Alors, premier, tout d'abord, le télétravail. Alors, massivement, les gens sont partis en télétravail dans plusieurs entreprises. Maintenant,
s'il y a la possibilité que votre entreprise reprenne là, ses services habituels, est-ce que vous voulez maintenir le télétravail et si oui, dans quelles circonstances, selon quelles conditions, etc. Donc ça, on pourra vous en parler. C'est un sujet en soi, mais vous devez absolument y réfléchir. Tout ce qui est aménagement également du lieu de travail, des espaces de travail, est-ce que vos employés respectent ces deux mètres-là, vos bureaux physiques, etc., mais aussi tous les espaces communs, ne serait-ce que la cafétéria, etc., il y a des aménagements qui peuvent être faits. Donc là, on parle des employés entre eux, mais aussi avec la clientèle, la distanciation entre les clients, entre les employés, etc. Donc, vous devez revoir le tout, entre autres des horaires de travail, vos repas, les gens qui vont avoir des préoccupations pour les transports en commun, etc. Toutes sortes de choses. On voit la question, une des questions ici qui apparaît, c'est que fait si l'employé a peur de revenir au travail à cause de la COVID-19? Dans ces circonstances-là, il y a le concept de peur irraisonnée. Il faut que la peur soit raisonnée. Si on dit à un salarié, va chercher quelque chose dans le sous-sol, ben, il dit, il fait noir, je ne veux pas y aller, j'ai peur. Ben, on va lui dire, ben, allume la lumière, tu peux y aller. Alors, dans les circonstances ici, il devra articuler s'il y a des circonstances particulières dans le lieu de travail, si elles ont été adressées, ces conditions-là. Mais à ce moment-là, l'employé a un contrat de travail, il est tenu de fournir sa prestation de travail. Mais si vous avez déjà une bonne réponse, ça aide. Et voilà, exactement. Oui. Maintenant, sollicitations d'employés brièvement, parce que ça, c'est des questions qui nous sont posées beaucoup. On aura l'occasion d'en parler plus à fond. Il y a des clauses de non-concurrence. Un rappel. Là, vous avez l'information qu'on vous donne, là, on résume au tableau, mais ce qu'on veut que vous reteniez ici, c'est que tout d'abord, si c'est vous qui mettez fin à l'emploi, vous mettez fin à l'emploi, ne comptez pas sur vos clauses de non-concurrence. Sauf si le salarié, en raison de son comportement, vous a donné une raison pour mettre fin à son emploi. Autrement, quand vous mettez fin à l'emploi du contrat de travail en raison du mauvais comportement du salarié, là, ça va, vous pourriez invoquer des clauses de non-concurrence. Ou si le salarié s'en va parce que vous l'avez tellement maltraité qu'il n'y avait pas le choix de s'en aller, bien là, vous ne pourrez pas les invoquer. Et ces clauses de non-concurrence, ayez bien l'esprit. Le principe, c'est qu'elles s'appliquent, mais si c'est vous qui mettez fin à l'emploi, bien à ce moment-là, vous ne pourrez pas les invoquer, les clauses de non-concurrence. Très important de savoir l'esprit. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre licenciement dont j'ai parlé versus congédiement. Mais dans un cas comme dans l'autre, le licenciement, c'est une fin d'emploi, le congédiement, c'est une fin d'emploi, mais la différence, c'est que le congédiement qui a lieu en raison d'une faute du salarié vous permettra néanmoins d'invoquer la clause de non-concurrence. La mise à pied, bien, il demeure à votre emploi, donc qui est tenu par la clause à ce moment-là, le contrat n'a pas pu fin. Et le congédiement déguisé, bien, le congédiement déguisé, bien, vous ne pouvez pas, vous avez posé un geste, vous avez par exemple licencié lui au lieu de faire avec quelqu'un de moins ancien comme vous le faites d'habitude, parce que vous avez décidé d'appliquer la règle de l'ancienneté. Alors, le recours à l'injonction, je vous en parle par la raison suivante, c'est qu'il y a une condition majeure dans le recours à l'injonction, qui est celui de l'urgence. Et l'urgence, on ne peut pas attendre. On ne peut pas dire j'attendais que les choses reviennent à la normale, parce que c'est vrai qu'il était après de voler mes clients, mais j'attendais que ça vienne à la normale avant de m'en plaindre. On passe tout de suite à la sollicitation d'employés. Ça, c'est un élément clé sur lequel on peut attirer votre attention, c'est que les clauses de non-sollicitation d'employés ou de non-sollicitation de clientèle, vous devez les protéger, ces clauses-là. Donc, si vous mettez fin à l'emploi d'un salarié, il va dire « je ne suis plus lié par ça ». Il y a sujet à débat en jurisprudence, mais pour les fins de notre présentation, vous devez donc vous protéger de ces circonstances-là. Ce qu'on suggère de faire, c'est évidemment une entente de fin d'emploi. C'est dans le cadre de l'entente de fin d'emploi de prévoir avec des contreparties comment vous pouvez faire ça. Et en ce qui concerne la démission, le refus de retour au travail suite au rappel, bien, il y a le rappel des obligations contractuelles ou légales qui doivent être faites. Je termine en vous parlant des poursuites pénales. Il faut être bien prudent. Il y a deux éléments importants qu'il faut avoir à l'esprit. Je vais vous parler de la loi C14, des services prioritaires, de la santé et sécurité, qui sont toutes assorties de mesures qui entraînent des poursuites pénales. Les amendes sont sévères, il peut y avoir de l'emprisonnement pour les dirigeants, mais il est à noter que dans certains cas, la loi sur les contrats des organismes publics peut vous rendre inéligible à des contrats publics pour une période de 5 ans. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'importance du plaidoyer, parce que ne pas plaider peut permettre à la poursuite de procéder en votre absence.
Un atout important que nous avons, c'est qu'au cabinet BCF, il y a une équipe hautement spécialisée et très qualifiée qui adresse toutes ces questions et qui sont donc à votre disposition parce que c'est des sujets qu'il faut traiter avec énormément de doigté puisque les conséquences à long terme peuvent être extrêmement problématiques. Il me reste donc à remercier toute l'équipe qui contribue à préparer ce webinaire. Je remercie également Mélanie pour sa présentation. Je vous salue et à la semaine prochaine. Merci. Merci.